Salut, c'est Loïc, bienvenue sur Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Chaque semaine, je vous fais découvrir des invités extraordinaires, des femmes et des hommes qui ont osé se lancer et qui se sont donné les moyens d'atteindre leurs objectifs les plus fous. À travers leurs actes, ils nous montrent par l'exemple que tout est possible et qu'on a tous un potentiel exceptionnel, un frappé qui sommeille en nous. Eux se sont autorisés à le libérer. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Vous pouvez soutenir le podcast en devenant contributeur sur Tipeee, le lien est en description, ce qui vous permettra d'écouter les épisodes en avant-première, de rejoindre les visios mensuels des frappés ou encore d'accéder à du contenu exclusif. Cette semaine, je reçois Eugénie Girardot, la cofondatrice de Max de Génie, une entreprise française dont la mission est de permettre à tous les grands gourmands de mieux manger. Moi, ça me parle. Eugénie a créé son entreprise avec son conjoint alors qu'il n'avait que 23 ans. Et j'ai voulu comprendre ses motivations à se lancer aussi jeune et comment le fait d'avoir grandi dans une famille de meuniers l'a guidé vers ce choix de l'entrepreneuriat. Forcément, on a échangé sur d'autres sujets, l'alimentation, la santé, mais aussi sur la place du sport dans son équilibre de vie ou encore ses apprentissages en tant qu'entrepreneuse. Allez, enfilez votre plus beau tablier, sortez la farine, allumez les fours. Excellente écoute à vous. Et tu sais ce que je me suis dit, la réflexion pour lancer la conversation, c'est qu'il fallait absolument que je me débrouille pour avoir plus souvent des invités qui créent des entreprises comme la tienne, parce que ça me permet de découvrir des recettes de fous. Qu'est-ce que c'est que ce fondant au chocolat incroyable? Je suis ravie que ça te plaise parce que ça fait partie de notre best-seller et tu m'avais dit que tu aimais le chocolat, donc je me suis dit dans tous les cas, c'est celui-là qui fera, en tout cas, les heureux, quand vous le mangerez. Donc je suis ravie que tu aimes et ça nous fait très plaisir puisqu'on a développé nous-mêmes les recettes. Donc c'est d'autant plus, chouette quand, justement on a des retours, hyper positifs. Bah écoute, franchement, bravo. En plus, la cerise sur le gâteau, pour faire un jeu de mots, avec la bouffe, c'est que bah, quand je t'ai envoyé un message, que je t'ai dit, mais franchement, il est super bon, votre fondant au chocolat, que tu m'as dit que ça avait le même indice glycémique qu'une carotte, bon, bah là, je me suis déchaîné, quoi. Hein. Le fondant n'a pas fait long feu. C'est vrai. Bah, tu peux y aller. En vrai, non, voilà, c'est vrai que c'est le principe. En fait, alors normalement, c'est assez riche en fibres et protéines, donc c'est vrai qu'il est quand même assez rassasiant. Donc si tu me dis que tu en as mangé les 3/4, chapeau, parce que c'est vrai qu'il est quand même, voilà, il rassasie vite, mais Ouais. le concept, c'est quand même que tu peux te faire plaisir. Bon, alors ça reste évidemment du beurre et un petit peu de sucre, mais c'est bien meilleur qu'un fondant traditionnel. Voilà. Yes, bien meilleur, en tout cas au goût excellent et meilleur pour la santé donc j'étais très content de pouvoir, en abuser. Écoute Eugénie, ça nous fait une super intro. Bienvenue sur le podcast. Je suis très content de te recevoir pour qu'on parle, on va parler de plein de choses, d'entrepreneuriat, très certainement de sport, de tradition familiale peut-être un peu, en tout cas d'héritage, familial. Ça va être, super intéressant. Très, très heureux que tu aies pu te libérer juste après un salon, le salon du Made in France, qui avait lieu ce week-end, en tout cas au moment où on enregistre. Exactement, ouais. Merci beaucoup. En tout cas, moi aussi, je suis ravie de pouvoir être là. Et bah, vraiment, vraiment encore une fois merci parce que je sais que la vie d'entrepreneuse, c'est une vie, trépidante et chargée. Merci aussi, faut pas que j'oublie de le préciser parce que c'est quand même, grâce à lui que tout ça a lieu. Merci à Sébastien du podcast, Parlons de votre mental qui nous a gentiment mis en relation un podcast sur lequel tu déjà passé et j'ai écouté ton épisode donc ça m'a permis de lister un certain nombre de questions que j'ai hâte de te poser. Génial. Moi, j'ai hâte aussi. Première question peut-être, bah, écoute, on va le faire de manière, peut-être chronologique. Je serais curieux de savoir quels sont tes souvenirs d'enfance, sachant que tu as grandi dans une famille, si je me trompe pas, tu es la 5e génération d'une famille de meuniers, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, c'est un métier, assez ancestral aujourd'hui, qu'on représente souvent avec l'âne qui tourne autour du moulin, mais ça a beaucoup changé. Les moulins, en grande partie, sont aujourd'hui, fournis avec de l'électricité et plus avec, les roues à eau ou les moulins à vent. Donc moi, j'ai beaucoup passé effectivement, de temps, dans le moulin puisque mon papa était de garde, en fait, pour faire tourner le moulin, un week-end, il me semble un week-end sur 2 ou un week-end sur 3. Donc on allait souvent pique-niquer, au moulin avec ma maman, avec, voilà, les petites meules de pierre qui tournaient, en même temps. Donc c'est vrai que c'est des souvenirs pour moi qui sont assez forts et même pendant les vacances puisque ma grand-mère a été également meunière, donc elle a aussi, tenu le moulin pendant pas mal de temps, suite au décès de
mon grand-père et donc on a passé beaucoup de temps, même pendant les vacances, dans ce moulin qui, fait voilà, vraiment partie de ma vie et de mon histoire familiale. C'est le moulin du Guet, c'est ça? Alors c'est le non, c'est un moulin dans le sud de Nantes, ça s'appelle la Minoterie Suire aujourd'hui, qui est un moulin en fait avec, beaucoup de meules de pierre, donc des meules de pierre de silex, donc c'est encore un mode de fabrication assez ancestral, qui préserve encore plus la farine en fait, plutôt que sur des cylindres assez industriels qui vont, chauffer, le blé et donc c'est, situé dans la petite commune de Bousset en Loire-Atlantique. OK. OK, OK. Et donc aujourd'hui, les moulins traditionnels, comme celui que toi tu as connu, enfant, enfin en tout cas le moulin de ta famille, ça il y en a encore beaucoup? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est un système de coopérative? Je te pose la question parce que moi là où je suis, là où j'ai grandi, c'est plutôt les moulins à huile. Donc je vois un peu comment ça fonctionne, tu vois? Les moulins à huile aujourd'hui traditionnels, c'est en fait au moment de la récolte des olives, bah, tout le monde arrive avec, ses caisses, on met tout en commun et puis, selon ce que tu as apporté, tu récupères, une certaine quantité, d'huile d'olive. Mais est-ce qu'il y a des particuliers qui, aujourd'hui encore, qui utilisent, des moulins traditionnels? Alors je pense que oui, il y a toujours aujourd'hui des petits moulins, qui fonctionnent soit à la force de l'eau ou, éventuellement à la force du vent. C'était le cas également, il me semble quand mon grand-père a racheté le moulin, il y avait beaucoup d'agriculteurs en fait qui venaient, chacun, amener leur blé pour, pouvoir le faire moudre. Mais aujourd'hui, c'est plutôt, enfin il y a des plus ou moins gros moulins, il y a des très gros moulins industriels évidemment puisqu'il faut, pouvoir livrer Mmh. aussi, des grosses entreprises qui vont faire, beaucoup de produits industriels avec de la farine et également des plus petits moulins, notamment des moulins sur meule de pierre, voilà, qui existent encore. Il y en a plus beaucoup malheureusement. C'est un savoir qui aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un savoir qui se perd, mais c'est, malheureusement, plus, beaucoup d'actualité. Il y a plus beaucoup d'écoles en fait pour, apprendre à tailler des meules de pierre, hein, ça reste assez ancestral. Mais il y en a encore quelques-uns et puis je pense qu'il y a beaucoup de volonté aussi de la part des gens de pouvoir, perpétuer en fait ce savoir-faire. Mmh. Ouais, pour faire un petit zoom du coup sur, avant qu'on parle de ton parcours général et de l'entreprise que tu as créée, petit zoom sur la farine, par pure curiosité. C'est possible aujourd'hui de trouver en France de la farine, entre guillemets, «fabriquée de manière traditionnelle» en France? Ou c'est forcément, une approche industrielle? C'est une très bonne question puisque alors c'est assez rigolo parce que, c'est un milieu qui fascine beaucoup, le milieu de la meunerie. Les gens, connaissent évidemment, le meunier et la petite chanson du meunier, Tu dors et à côté de ça, c'est des choses qui sont enfin, c'est un lieu qui est pas très visité, donc les gens ont du mal un peu à comprendre comment ça fonctionne. Et pour autant, il y en a encore beaucoup aujourd'hui des moulins. Je pense que, je dirais que alors je me trompe sûrement dans les chiffres, mais il doit peut-être y avoir encore, 1000 moulins aujourd'hui en France. Alors sur ces Ah 1000 ouais. moulins évidemment, il y a des gros industriels, qui vont faire, jusqu'à, enfin en tout cas un moulin peut faire jusqu'à, je dirais 450-500 tonnes de farine par jour. Donc 1 tonne de farine à peu près pour être représentatif, ça représente, une palette de farine donc ça fait beaucoup. Mais il y a aussi encore des gens qui, justement alors soit par exemple des paysans meuniers qui, vont faire leur blé et avoir un tout petit moulin en fait, en interne pour faire leur farine. Et dans ces cas-là, transformer en fait directement le grain. Donc oui, évidemment, la farine française, c'est évidemment possible et heureusement puisque c'est un savoir-faire quand même, très français, hein. Le pain, c'est vraiment au cœur de notre Mmh. alimentation en France et il me semble que c'est même, la baguette, c'est est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO donc c'est heureusement qu'on a perpétué, quand même dans ces moulins-là un savoir-faire. Mmh. Ça me fascine cette notion d'activité enfin, ouais, d'activité qui se transmet de génération en génération, tu vois? Cette notion de, je le disais en introduction, d'héritage familial, de baigner dans un environnement, avec un savoir-faire qui perdure. À quel point tu dirais que ça enfin, je veux dire, est-ce que quand on grandit enfant, tu vois, petite fille, est-ce que tu as des souvenirs de conversations avec, tes parents, tes grands-parents qui te parlaient déjà du moulin, que potentiellement ça allait être ton activité à toi? Heu, Bah, tu as des souvenirs par rapport à ça? ouais, j'ai un souvenir qui est assez rigolo quand on me demandait justement quand j'étais petite ce que je voulais faire plus tard. Je disais en fait à tout le monde que je voulais faire comme papa pour pouvoir me rouler dans la farine toute la journée. Alors
c'est assez étonnant comme description. Contrairement aux autres enfants qui voulaient être pompiers ou médecins, moi je voulais pouvoir me rouler dans la farine toute la journée. Donc c'est un petit souvenir en tout cas que j'ai, de mon enfance, que je pouvais communiquer en tout cas, autour de moi. Et puis non, c'est surtout, aussi une culture, je pense, une culture du bon pain, une culture des pâtisseries. Enfin, j'ai passé un peu de temps aussi à l'étranger, et le bon pain, ça m'a beaucoup manqué. C'est quelque chose Mmh. qui est très ancré en fait aujourd'hui, je pense chez moi. Et c'est vrai que je mesure la chance que j'ai de pouvoir, en tout cas avoir mis un pied dans une industrie française, qui est assez ancestrale et qu'il faut vraiment, protéger et en tout cas perdurer. Pourquoi tu penses que c'est important de la faire perdurer? Parce que ça fait partie de notre histoire. Je pense en France, ça fait partie, de notre savoir-faire, ça fait partie, voilà, on est fiers aujourd'hui en tant que Français de pouvoir présenter une baguette de tradition, des croissants. C'est connu, de façon internationale. Et c'est un beau métier. C'est vraiment un métier qui est au cœur de notre alimentation. Et je pense que ça permet de nourrir les gens aussi, de avec une matière première de base, entre guillemets. Donc on a un certain devoir aussi de pouvoir, euh, justement, faire mieux manger, en tout cas les gens aujourd'hui, dans une société où beaucoup de nos aliments sont ultra transformés. Donc je pense que voilà, il y a un devoir en fait, de l'industrie agroalimentaire de base. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais sur ces ingrédients en fait au cœur de notre alimentation, de pouvoir justement, implanter une alimentation vers le mieux manger. Mmh. En préparant l'échange, je suis tombé sur, un article, alors je sais plus sur quel site c'était, mais, dans lequel tu cites, l'OMS et qui visiblement, dans un rapport récent, explique qu'on consomme 4 fois trop de sucre, Oui, par rapport, bah, à la recommandation de l'OMS. Ça, ouais. c'est une stat, globale ou c'est, particulier à la France? Alors Tu le je sais? pense qu'aujourd'hui, alors en moyenne, il me semble que enfin, pour la France en tout cas, effectivement, on consommerait environ 100 grammes de sucre par personne et par jour. Je pense que c'est plus dans Waouh! certains pays. Alors je ne connais pas exactement les statistiques sur d'autres pays, mais en France, 100 grammes de sucre, alors quand j'en parle, les gens me disent: «Mais non, en fait, pas moi, c'est pas possible, je consomme pas 100 grammes de sucre par jour». Hem, on a fait les calculs sur une journée assez traditionnelle où quelqu'un pense éventuellement bien manger. Ça va très vite, c'est-à-dire que, manger des carottes râpées, par exemple, industrielles, Ouais, au déjeuner, déjà dans ces carottes râpées, souvent les industriels vont rajouter du sucre. Donc ouais, c'est déjà, 5 grammes de sucre, 6 grammes de sucre. Dans la charcuterie, il peut y avoir du sucre. Dans les ouais. sauces pour les pâtes, il peut y avoir du sucre. Dans les céréales du petit déjeuner, alors ça commence à être de plus en plus, connu, en tout cas des consommateurs, mais un enfant au petit déjeuner peut déjà dépasser sa dose quotidienne. Ça peut être entre 20 et 25 grammes de sucre déjà rien que dans un bol de céréales. Donc aujourd'hui, on consomme rapidement 100 grammes de sucre par jour. Même, je pense à un yaourt aux fruits par exemple, je crois qu'on est déjà à presque 13 grammes de sucre. Donc ça va très très vite. Et aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé recommande justement pour éviter des pathologies sur le long terme, comme l'obésité, le diabète de type 2, bon, le surpoids et les maladies cardiovasculaires, de consommer uniquement 25 grammes à peu près de sucre par jour et par personne. Donc 25 grammes, c'est effectivement 4 fois moins que la moyenne Mmh. des Français aujourd'hui. Et ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, les aliments sur le marché nous poussent fortement à consommer du sucre. Et ça, aujourd'hui, le sucre, dans notre alimentation, c'est simple pour les industriels parce que ça coûte pas très cher. C'est un produit qui va être un conservateur naturel, donc ça permet de conserver les produits plus longtemps. Et c'est aussi très addictif. Donc en fait, quand on mange un produit, sucré, on a envie d'y revenir. C'est, le système de récompense. Donc évidemment que les industriels de l'agroalimentaire ont tout intérêt à mettre du sucre, dans leurs produits puisque, voilà, on a envie d'y revenir, Mmh. et c'est assez dingue quand on regarde souvent la composition même des produits salés, hein. Ça peut être, des chips, ça peut être, voilà, de la charcuterie, ça peut être, beaucoup de biscuits apéritifs. Enfin, c'est effrayant aujourd'hui, et Ouais. c'est pas contre notre volonté, hein. Je pense que
voilà, on nous a, longtemps dit que le gras était mauvais pour la santé, donc on a remplacé ce gras par, du sucre et malheureusement aujourd'hui on en consomme beaucoup trop. C'est vrai que quand tu commences à regarder dans le détail, je sais plus exactement ce qui a déclenché ça, mais j'ai commencé à faire un peu attention. J'achète très peu globalement de produits transformés et cetera, mais quand ça m'arrive, je regarde. C'est hallucinant, comme tu dis, le saucisson. Ouais, Tu regardes, mais même, non, mais là, je vais pas citer de région, mais pour être allé faire plusieurs fois un grand sentier de randonnée français qui se trouve sur une île, tu vois, et je regardais du coup des saucissons soi-disant, tu vois, traditionnels, machin, faits sur l'île, et cetera. Tu regardes les ingrédients, bon, déjà, ils sont importés et dans les ingrédients, sirop de glucose, sucre, enfin, c'est abusé dans le pain. ouais, Dans le pain, des pas le pain de mie, hein, bon, ça, c'est le pain de mie, c'est évident, mais des baguettes, les carottes râpées, transformées, comme tu dis, mmh, toutes les viandes vendues en sauce, enfin, c'est complètement dingo. Il y en a absolument partout. ouais, Continuez à faire attention, il y en a partout, c'est fou. Je crois que dans le maïs qu'est-ce que j'avais vu? ouais, le Dans maïs en du bois. des Ouais, exactement, maïs en boîte, boum, tu as du sucre. Enfin, Ouais. c'est dingue. Ouais, c'est effrayant et alors nous, bon, quand on a vraiment commencé à regarder ça aussi, même dans la pâté pour chat, on s'est rendu compte aujourd'hui Ah qu'ils ouais? en mettaient dans la pâté Mais pour chat, non. ce qui est réel, hein, donc et alors je crois que c'est un chercheur, de Bordeaux justement qui avait fait une étude, sur des rats, qui avait testé en fait l'impact, du sucre et de la cocaïne Ouais. sur les rats et en fait qui avait mis, donc 2 petites gourdes pour voir en fait lequel était entre guillemets «le plus addictif des 2 et les rats revenaient même plus au sucre qu'à la cocaïne. Donc c'est pour dire à quel point en fait le sucre est addictif aujourd'hui, et déclenche justement ce système de récompense dans notre cerveau, puisque c'est presque plus addictif que de la cocaïne, quoi. Ouais, j'avais vu aussi, alors je savais pas que c'était à Bordeaux, je pensais que c'était une étude américaine, mais bon, il y en a peut-être eu, plusieurs, mais j'avais vu, les conclusions de cette étude aussi, et qui était en tout cas moi celle que j'avais vue, j'essaierai de retrouver l'article, parce que c'était une vraie recherche scientifique, hein, c'est pas Oui, enfin ouais. c'est fondé et cetera. Oui, Hem Moi, il y en avait une qui avait été faite aux États-Unis et donc c'était bien la cocaïne, mais il y a aussi eu des études avec l'héroïne et la méthamphétamine. Donc je crois que le pouvoir addictif de l'héroïne et de la méthamphétamine est bien supérieur à celui de la cocaïne et en fait, malgré ça, c'est les rats de ces études, préféraient le sucre au point et préféraient même le sucre à l'eau. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de se laisser, mourir de soif, une soif. littéralement, Mmh. pour continuer à consommer du sucre. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient le choix dans l'étude, soit ils allaient, chercher du sucre, soit, ils allaient chercher de l'eau. Ils pouvaient pas faire les 2. Ouais, Et quand tu lis ça, tu te dis: «Mais enfin, c'est incroyable du coup qu'il y en ait autant partout et y compris, dans tous les cas, c'est un scandale, mais quand tu vois à quel point on en retrouve dans tous les aliments pour les enfants, ouais, enfin, c'est fou, quoi. Et au-delà des aliments, tu vois, les pubs qu'il y a autour de ça, quoi. Et globalement, tu vois, mange un pitch, ta vie va être pleine d'énergie. Bah non, c'est de la merde, en fait, c'est plein de sucre, ouais, surtout pas, ne file pas ça à tes enfants, quoi, tu vois? bah, Donc exactement. mais bon, je m'emporte. Mais c'est un sujet que je trouve Ouais, complètement fou, tu vois? J'ai un peu ouais, l'impression que tu sais, dans les années, après-guerre, c'était la cigarette. Il y a un énorme lobby des cigarettiers. Heu, Tu vois, c'était cool, c'était, le truc un peu viril, en gros, tu sportif, bah, il faut que tu fumes, t'es à la classe, il faut que tu fumes. J'ai un peu l'impression que ça va être le combat dans quelques temps de nos générations, tu vois? On se dira: «Mais comment on a pu communiquer à ce point de manière aussi positive sur cette cochonnerie qu'est le sucre?» ouais. Transformé, je parle, hein, mais ouais. Je pense que bon, c'est encore une fois une question de lobby, hein, mais Ouais. peut-être qu'on viendra et j'espère qu'on viendra dans quelques années à une taxe sur le sucre. Ça se fait déjà dans certains pays aujourd'hui, hein, qui se Ah sont ouais? rendus compte, alors je pense que c'est dans les pays nordiques et je crois qu'il y a même en Angleterre, ils viennent de l'implanter, il me semble, sur les sodas notamment, et j'espère qu'on y viendra puisque aujourd'hui c'est un je crois qu'en France aujourd'hui il y a à peu près 5 millions de personnes, diabétiques, dont à peu près 1 million qui ne le savent pas, donc je crois qu'il y a 4 millions officiellement diagnostiqués et ça coûte, De des type 2? kilomètres de type 2 exactement. Alors Type 2, sur ouais. le diabète, il y a à peu près, généralement 90 des gens qui sont diabétiques de type 2 et plutôt 10 des gens qui sont diabétiques de type 1. Donc encore une fois attention à la différenciation puisque le Ouais. le type 1 étant une maladie auto-immune,
qui n'est absolument pas lié justement à une surconsommation de sucre et ça, il faut le rappeler puisque malheureusement beaucoup de gens, diabétiques de type 1, sont confrontés «Oui, c'est parce que tu es diabétique, parce que tu as mangé trop de sucre». Alors non, c'est pas vrai. Et pour le coup, le diabète de type 2, c'est aussi beaucoup de facteurs environnementaux, dont l'alimentation, la Mmh. sédentarité. Bon, il y a d'autres facteurs qui aujourd'hui rentrent en jeu comme l'environnement, la pollution, le stress, etc. Mais voilà, là aujourd'hui, le diabète de type 2, ça représente des milliards pour la sécurité sociale tous les ans. Et c'est un vrai problème de santé publique, puisque ça coûte très très cher à la sécurité sociale. Et alors je crois que la statistique, c'est même qu'il y a une personne qui meurt toutes les 6 secondes dans le monde à cause du diabète. Donc c'est même c'est une épidémie mondiale aujourd'hui. Le diabète est une maladie qui tue énormément de Mmh. gens aujourd'hui. Donc j'espère que ça viendra, puisque c'est un vrai problème de santé publique et ça coûte très cher à notre société. Donc j'espère que cette taxation, effectivement, arrivera bientôt. Mais j'ai foi en pas mal de petites sociétés, justement, qui se lancent aujourd'hui et qui vont essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Et voilà, je pense qu'à plusieurs, on y arrivera. Mmh. À quel moment, du coup, est-ce que, tu vois, tout ce que tu viens d'évoquer, ces connaissances, j'ai envie de dire, presque cette prise de conscience sur, l'état un peu lamentable de notre alimentation, globale, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Est-ce que déjà, dès ton enfance, du fait, tu vois, du milieu dans lequel tu as grandi, c'était cette notion de bien manger était, relativement ancrée? Ou est-ce que c'est, à la création de ta société que, tu as un peu découvert, le poteau rose, on va dire? Ouais, c'est une bonne question. Alors moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et je le dis parce que c'est malheureusement pas le cas dans toutes les familles aujourd'hui. J'ai eu des parents qui cuisinent beaucoup. Donc on a eu beaucoup de chance avec mon frère. On n'a jamais mangé d'ingrédients, on va dire, ultra transformés, ce qui, je pense, a déjà pas mal joué dans notre enfance. Et le déclic, ça a été surtout il y a à peu près 5 ans, un peu plus même. Je me suis retrouvée à un déjeuner en fait avec mes grands-parents, mes cousins et le Paris-Brest. Puis bon, je suis semi-bretonne, donc évidemment, le Paris-Brest, c'est une vraie histoire d'amour. On avait un Paris-Brest en bout de table et mon grand-père qui faisait à l'époque déjà du diabète de type 2 regardait le Paris-Brest avec des grands yeux en se disant je meurs d'envie d'y toucher, mais je sais que je vais faire exploser ma glycémie. Et j'ai trouvé ça assez frustrant puisque la pâtisserie, bon, pour moi, ayant grandi quand même dans une famille de meuniers, pour moi, c'est vraiment un moment de partage. On mange rarement une pâtisserie seule, donc j'ai trouvé ça assez frustrant de ne pas voir mon grand-père pouvoir se faire plaisir avec cette pâtisserie. Donc je me suis beaucoup intéressée justement à trouver des alternatives éventuellement enfin, avec un impact en fait réduit sur la glycémie, justement pour éventuellement pouvoir partager avec lui une pâtisserie. Et en fait, en creusant le sujet, justement, on s'est rendu compte que c'était effectivement un vrai sujet pour les personnes qui faisaient du diabète, mais pas que. Bon, en faisant aussi beaucoup de sport à côté, c'est vrai qu'on faisait attention à ce qu'on mettait dans notre assiette, mais on s'est rendu compte qu'en général, effectivement, on consommait trop de sucre et que l'impact en fait sur la glycémie concernait effectivement pas que les personnes qui faisaient du diabète, mais tout le monde puisque c'est une régulation hormonale et que sur le long terme, justement, si on fait trop travailler notre pancréas, on pourra avoir du diabète de type 2. Mmh. Donc en gros, le déclic a été vraiment sur ce midi-là avec le Paris-Brest en bout de table. Est-ce que c'est à ce Paris-Brest, du coup, que tu dirais que c'est ça qui t'a, décidé, en tout cas qui était la première pierre de, Max de Génie, l'entreprise que tu as créée? Oui, c'est ça. Alors bon, avec d'autres facteurs évidemment à côté, hein, le fait que bon, on souhaitait aussi mettre en valeur les farines du moulin familial et puis que nous déjà de base avec Maxime, mon conjoint et associé, on cuisinait déjà plus sainement entre guillemets, donc on avait déjà un pied dans la nutrition, mais oui voilà, je pense que c'est ce fameux Paris-Brest effectivement qui a déclenché cette envie de pouvoir permettre à tous les grands gourmands de mieux manger. J'adore le slogan. Ça me parle carrément. Généralement, ça parle à beaucoup de gens. Tu évoquais, juste à l'instant le sport. Vous faisiez quoi comme, sport déjà avec Maxime? Alors à l'époque, moi j'ai fait beaucoup d'équitation et je faisais du rugby, ce qui est complètement, Excellent.
c'est assez atypique. J'ai fait longtemps du rugby à 7 puis à 15. Et ensuite, en fait, on s'est mis bon, suite à pas mal de blessures, on va pas se mentir, sur le rugby, je suis pas un gros gabarit, donc j'ai été malheureusement un petit peu blessée de partout. Et donc suite au rugby, on s'est lancé dans le triathlon, il y a à peu près 4 ans maintenant. OK. Jusqu'à des formats Alpha Ironman, hein, tu m'avais dit? Format Alpha Ironman cette année et cette année, format, Ironman si tout va bien. Ah oui, c'est vrai. Nice, c'est ça? Exactement. Génial. C'est quand déjà, Nice dans la C'est dans la période? le 16 juin, 16 juin, OK. si Excellent. je me Donc trompe pas. là, vous avez attaqué déjà la prépa, j'imagine? On a déjà attaqué la prépa, bon après sur du volume, pas trop intense pour le moment pour se préserver un petit peu, mais la prépa est déjà lancée et on espère en tout cas pouvoir, au moins le finir et dans les temps, potentiellement qu'on s'est fixé, ouais. L'idée, c'est de finir, ensemble, tous les 2. Non, non, pas du tout. Alors Maxime roule beaucoup mieux que moi, et court mieux que moi aussi, donc il partira, devant, il y a pas de souci, mais en tout cas, je le laisserai aller à son rythme. Je sais que c'est un peu compliqué sur des épreuves comme ça de pouvoir casser son rythme et Ouais, d'attendre, donc il y a pas de souci. Sur la promenade des Anglais, je sais que le parcours se croise beaucoup, donc on arrivera à se croiser, j'espère, sur la course à pied. yes. Et tu as quel objectif, toi, en termes de chrono? Alors si tout se passe bien, j'aimerais bien, le faire en moins de 11h30. Ah ouais, quand même! Si tout se passe bien, après on verra, c'est le premier Ironman, donc tout peut se passer. Il peut faire une chaleur écrasante à Nice comme d'habitude, donc Ouais, voilà, on verra. On verra, OK. en tout cas, Heu, on Au verra la chrono, en prépa. tout cas. Ouais. Ouais. Du coup, entre le moment où entre ce fameux Paris-Brest et tes souvenirs d'enfance que tu évoquais un peu plus tôt, quel a été ton parcours? Notamment d'un point de vue, formation, professionnelle et cetera? Ouais, alors, moi je suis originaire du sud de Nantes, donc au même endroit que le moulin. J'ai été au lycée à Nantes en internat puisque j'étais un petit peu loin, dans ma campagne nantaise. Ce qui m'a permis aussi de bien grandir, je pense, à cet âge-là. Et ensuite, je suis partie directement en Angleterre, donc pendant 2 ans, enfin pour faire mon bachelor en fait, à l'université de Sussex. Donc j'ai fait 2 ans, j'ai pris 1 an de césure où je suis allée travailler, aux US à New York. Et j'ai fini ma troisième année du coup à l'université de Sussex et ensuite j'ai fait un master, à la London School of Economics à Londres, un MSc, voilà, en management, pendant 1 an La qui était classe. assez intense. Voilà. Génial. Et pourquoi l'étranger? Pourquoi l'étranger et pourquoi l'Angleterre? C'est encore une fois une très bonne question. Alors, je pense que j'avais besoin de grandir aussi, peut-être en maturité. Alors l'internat m'avait déjà pas mal fait grandir de ce point de vue-là, mais j'étais très timide. J'avais besoin vraiment de m'épanouir, je pense aussi dans un autre milieu. Je voulais pas spécialement faire de prépa, ça m'intéressait pas spécialement pour une école de commerce et je voulais vraiment toucher à l'international, puisque j'ai une maman qui a beaucoup travaillé aussi, à l'international, donc c'était un milieu qui me plaisait beaucoup et pourquoi l'Angleterre? Parce que c'était la possibilité de pas être trop loin non plus, Mmh. de la France, de pouvoir revenir de temps en temps et puis, en même temps, en parallèle, de pouvoir, heu, apprendre l'anglais de façon «fluent» entre guillemets. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un autre sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire, l'apprentissage des langues en France. Ouais, Tu te ouais, rends compte quand tu mets un pied à l'étranger, que tu crois que tu baragouines un peu l'anglais, puis en fait, non, pas du tout. ouais. C'est compliqué et c'est vrai que, ça sort de la zone de confort aussi, je pense de Ouais. pouvoir être complètement immergé aussi, dans une culture différente et c'est vrai que, ça m'a beaucoup appris, à titre personnel et je ne regrette absolument pas et au contraire, je le conseille beaucoup. Ça a été une super expérience pour moi à titre de développement personnel en tout cas. Alors justement, comment tu ferais la synthèse, de ces 3 expériences? Donc d'abord ton bachelor, c'était quoi l'université de Sussex, hein, tu dit? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, dans la ville de Brighton, dans le À sud Brighton. anglais. Ouais.
OK, donc cette première expérience, puis ensuite ton stage à New York. Alors tu l'as pas précisé, mais si j'ai bien fait mon travail de recherche, tu déjà mis un pied à ce moment-là dans, le milieu de l'agroalimentaire puisque tu travaillais pour les Galettes Saint-Michel, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est que j'ai adoré, c'était super. Donc oui, sur les 3, comment est-ce que je pourrais le résumer? Alors, la première année, d'université en Angleterre, alors c'est assez surprenant, c'est un petit peu comme la fac en France. On n'a pas beaucoup de cours, on a une quinzaine d'heures de cours, mais ça demande beaucoup de travail personnel. Donc, c'est vrai que ça c'est fait plutôt pour des élèves, je pense, qui sont, assez matures dans le mode de travail. On n'a pas beaucoup de suivi, enfin pas beaucoup de suivi, non, c'est pas vrai, mais il faut pouvoir être, enfin «manager son temps» entre guillemets aussi et faire le travail personnel à côté, puisque quand on a que 15 heures de cours entre guillemets, on a beaucoup de travail personnel à côté, donc il faut être capable de pouvoir le faire. Donc ça a été une très bonne expérience avec une première année où là, c'était plutôt une année d'adaptation, je pense, sur le côté culturel, le côté langue, le côté voilà, université en Angleterre qui était assez différent de ce qu'on avait pu avoir en France. Sur mon année de césure, ça, malheureusement, à l'époque, c'était pas encore très. Enfin, on n'en faisait pas beaucoup en France et j'ai trouvé que ça avait été enfin, ouais, extraordinaire pour moi au niveau justement développement personnel, puisque j'ai beaucoup appris déjà dans un autre pays, à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de chez moi. Et j'ai beaucoup appris pour la suite, c'est-à-dire que j'ai beaucoup grandi en maturité, c'était beaucoup plus concret pour moi de reprendre les cours en troisième année. J'avais déjà vécu beaucoup de choses à titre professionnel et c'est vrai que ça a été une année très très riche. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui, on ne le fait pas assez, en tout cas à l'époque on ne le Mmh. faisait pas assez en France. C'est vrai que ça faisait prendre entre guillemets un an de retard, mais à titre développement personnel, moi j'ai trouvé ça super. Et sur la dernière année, du coup, à LSI, ça a été une année où j'ai beaucoup travaillé. Ça a été très dense au niveau des cours, enfin en tout cas au niveau du niveau, ça a été assez dense. J'ai eu des professeurs absolument fabuleux qui ont été très inspirants. Et alors, je pense que aujourd'hui, sur les cours dans des universités anglo-saxonnes un peu prestigieuses comme celle-ci, alors on n'y va peut-être pas pour les cours, c'est un peu bizarre ce que je veux dire. Alors on apprend plein de choses super, mais c'est vrai que LSI par exemple, c'est assez c'est pas très concret entre guillemets, c'est beaucoup de recherche, ça s'applique pas Académique? énormément, voilà, c'est très académique. Par contre, on apprend un mode de travail, on apprend beaucoup de savoir-être. On est encadré en fait par des professeurs qui sont très inspirants, par des élèves qui viennent de partout, hein. J'avais des gens qui venaient, je pense que dans ma classe, sur une trentaine de personnes, on devait être 17-18 nationalités, donc ça c'est extraordinaire. Et c'est beaucoup d'ouverture d'esprit aussi, et beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ambition dans plein de domaines différents, qui sont très intéressants. Donc c'est vrai que ça a été une année riche aussi de ce point de vue-là, au niveau personnel. Ouais. Mmh. Et puis si je me trompe pas, c'est quand même petit détail qui a sa méga importance, c'est là que tu as rencontré Maxime, il me semble, non? Alors on s'est rencontrés un peu avant justement à l'université de Sussex, à OK. Brighton, pendant ma troisième année quand je suis revenue justement des États-Unis. Et on s'est rencontrés effectivement là-bas. Et ce qui nous a aussi donné envie de nous lancer, c'est que sur justement ces universités anglo-saxonnes, il y a beaucoup enfin, d'extrascolaires entre guillemets. Et les anglo-saxons sont quand même assez entrepreneurs. Donc on avait notamment une association d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, avec la possibilité en fait de créer des projets, des faux projets entre guillemets qu'on pouvait présenter à des jurys. Et si le projet était retenu, en fait, le projet pouvait être financé par certains investisseurs. Donc on a eu l'occasion en fait à 2 reprises de travailler ensemble sur ce type de projet, ce qui nous a permis de savoir en fait qu'on était capable de travailler ensemble, et en plus qu'on avait un profil même très complémentaire. Donc c'est vrai qu'on s'est pas lancé non plus en ayant eu aucune expérience entre guillemets un peu entrepreneuriale auparavant. On avait
quand même fait 2 projets, où on avait attesté en fait, du fait qu'on pouvait travailler ensemble et qu'on avait des profils, qui pouvaient se compléter. Mmh. À quel moment dans ce parcours, brillant à l'étranger, à quel moment est-ce que tu as décidé de passer ton CAP, boulanger en candidate libre? Alors déjà, parcours brillant, c'est gentil, mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Au contraire, enfin voilà, je pense que c'est un parcours qui, à partir du moment où on travaille un petit peu, qui est possible pour tout le monde et qui est très enrichissant. Hem et au niveau de quand est-ce que j'ai décidé de passer mon CAP, alors, j'ai eu l'occasion, via le moulin de mon père, en fait, justement, d'avoir, des cours, de CAP boulanger et j'ai toujours été passionnée, en fait, par le pain. Je trouve que encore une fois, c'est quelque chose qui a été, enfin, qui est au cœur de notre alimentation. C'est, le pain, quand on creuse un petit peu, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose de vivant, notamment quand on va utiliser, voilà, du levain, par exemple, pour le pain qui est enfin, du pain au levain, c'est excellent pour la santé. Je trouve que c'est un petit peu dommage, le pain a une mauvaise presse, ces dernières années, sur pas mal de sujets, mais un bon pain avec du levain, avec des bonnes farines, au contraire, c'est très nutritif et c'est excellent pour la santé. Donc j'ai eu envie, en fait, de pouvoir, comprendre, justement le pain, comment, aujourd'hui la base de notre alimentation était faite et j'ai eu le plaisir de pouvoir passer mon CAP boulanger, du coup, en candidat libre, donc avec, pas mal d'élèves de 16 ans, j'étais un petit peu la plus âgée, c'était assez drôle, justement et je l'ai fait avec mon papa, qui Ah aujourd'hui a génial, 62 ans, donc c'était, d'autant plus sympa, de pouvoir le passer à 2 et de faire les cours justement tous les 2. super. Qu'est-ce que tu retiens peut-être, d'un point de vue, pour le coup, savoir-faire ou connaissances techniques? Est-ce qu'il y a des choses qui te servent aujourd'hui, de ce CAP? Alors sur la pâtisserie, pas tant que ça, aujourd'hui, mais on va dire sur un mode d'organisation. La boulangerie, on se rend pas compte, mais quand, il faut pouvoir faire, des pains au chocolat, des croissants, des baguettes, des pains différents, c'est, beaucoup d'organisation quand les boulangers, se lèvent, et sont au fournil à 3 ou 4 heures du matin. Voilà, il y a beaucoup d'organisation à avoir sur le temps heu, de pétrissage, le temps de repos, c'est assez intéressant en fait de voir comment ils s'organisent aujourd'hui et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai retenu pas mal de choses, ouais. Excellent. Excellent. Donc, parcours à l'étranger, tu rencontres Maxime juste avant de rentrer à la LSI. D'ailleurs LSI, petite parenthèse, mais s'il y en a qui connaissent pas, donc London School of Economics, c'est, tu me dis si je me trompe, mais, une des meilleures écoles, de commerce. C'est plutôt, commerce d'ailleurs, non? Commerce Ouais, ouais. finance, LSI, ouais. Commerce, finance, un petit peu Heu, économie, ouais. Mmh. une des meilleures écoles, en Europe et au monde, donc, réputation, qui n'est plus à faire. Excellente formation. Je crois que j'ai 2 potes, un c'est sûr, peut-être un deuxième qui est passé par là aussi, et j'en ai toujours entendu, que de bons échos donc voilà, allez vous renseigner si vous êtes, dans cette phase de votre vie où vous avez à choisir la suite de vos études, ça peut être une voie très, très enrichissante. Bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, tu rencontres Maxime, troisième année, de ton bachelor à Sussex, juste après être revenu de New York. Vous faites des projets entrepreneuriaux, donc vous validez le fait que, un, vous êtes complémentaires, deux, vous êtes capables de travailler ensemble, ce qui, pour un couple, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais Ouais. Mmh. est une chose peut-être importante à valider. Et là, tu as, et donc si je mets les choses dans le bon ordre, c'est là que tu as l'espèce de moment révélation avec le Paris-Brest, c'est ça, ce déjeuner en famille? Oui, quand on est rentré en fait en France, on savait qu'on avait une idée entrepreneuriale et qu'on souhaitait éventuellement, lancer potentiellement quelque chose et ensuite c'est là qu'est arrivé le Paris-Brest effectivement. Ok. Et donc, à partir du moment où il y a voilà, ce Paris-Brest, vous aviez la volonté de créer quelque chose ensemble, mais comment est-ce que, entre le Paris-Brest et, tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu? Comment est-ce que Max de Génie est né finalement? Alors c'est encore une fois une très bonne question. Déjà alors pour le petit jeu de mots, pour ceux qui, n'auraient pas compris, Max Eugénie, c'est effectivement la contraction de nos 2 prénoms, Maxime, Eugénie. Bon ça, brièvement, ça vient, évidemment d'un apéro. On est bon à l'apéro sur les jeux de mots.
Et entre-temps, ouais, on a fait beaucoup de choses. On a fait, déjà il a fallu l'élaboration des produits, donc ça a pris presque, entre 8 et 10 mois. Donc le sourcing des fournisseurs, on a quand même pas mal de produits, de matières premières un petit peu alternatives. Je pense par exemple à des farines, d'amandes, de lupin, de cacahuètes par exemple, qui sont assez alternatives. Faire les formulations, on a pu, s'épauler de pas mal de professionnels, que ce soit des professionnels de santé ou des professionnels justement de la pâtisserie. Donc voilà, de pouvoir, fédérer aussi des gens autour de nous qui pourraient nous accompagner dans ce projet. Et Mais ensuite, déjà, pardon, Eugénie, je te coupe, mais heu, comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'idée déjà de Max de Génie? Qu'est-ce qui tu vois, ça a été quoi le schéma, les réflexions pour finalement déboucher sur: «On va créer une société, qui se spécialise dans, des préparations pâtisseries et salées, à faible indice glycémique»? ah oui, alors, effectivement, donc sur le sujet des pourquoi des préparations, et pourquoi à IGBA, heu, le 1er sujet, c'est qu'on s'est rendu compte d'un deuxième constat, en fait, qui était, alors qui s'est pas révélé vrai pendant les différents confinements qu'on a pu avoir, mais aujourd'hui, on a perdu à peu près, je crois que c'est 20 ou 25 du temps qu'on passait en cuisine en l'espace de 20 ans. Donc déjà, les gens cuisinent de moins en moins, ce qui aussi, en tout cas, a pour conséquence le fait qu'on va consommer des produits plus ultra transformés. Donc on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'une solution, on va dire, rapide pour pouvoir cuisiner à la maison, sainement, sans additifs, sans conservateurs, sans trop de sucre. Et donc le sujet de la préparation, en fait, est venu principalement en se disant: «Voilà, on va donner, la possibilité aux gens de faire en 5 minutes top chrono, des pâtisseries plus saines». Donc Mmh. puisqu'effectivement dans un 1er temps, on s'est attaqué au sujet des pâtisseries. Et ensuite, l'année dernière, on a lancé fin d'année dernière, du coup, une gamme de préparation salée pour le coup, pour arriver aussi au quotidien, en fait, dans le quotidien des gens. Donc ça a été le premier sujet sur pourquoi, on a lancé des préparations. Et ensuite sur, le côté indice glycémique bas, c'est non seulement sur l'histoire personnelle de pouvoir apporter des solutions, pour des personnes qui faisaient éventuellement du diabète. Alors, aujourd'hui, les gens qui font du diabète, ça représente, je pense, à peu près, 15 à 20 de nos clients, donc c'est pas la majorité. Mais c'est de pouvoir aussi, apporter des solutions plus saines pour, tous les autres gourmands, les sportifs, les gens qui veulent manger moins sucré, les enfants. Enfin voilà, ça a été assez large. Donc le chemin, jusqu'à ces préparations, s'est fait principalement en faisant aussi évidemment des études de marché, savoir un petit peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas au niveau des marchés. Et voilà, on en est arrivé à Max de Génie. Comment est-ce que tu imaginais, Max de Génie, du coup, au moment de la création? Alors on a toujours eu un petit peu la même vision. Déjà, nous, notre mission générale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de permettre à tous les grands gourmands de se faire plaisir sainement en l'espace de 5 minutes top chrono. Donc ça comprenait, effectivement donc les préparations sucrées. Et on a toujours su depuis le début que, un jour on viendrait aux préparations salées, puisque le but, c'est de pouvoir faire, on va dire du matin au soir, max de génie pour que vous puissiez, vous faire plaisir avec des produits plus sains. Donc on a mis un peu de temps à sortir les préparations salées, mais le but c'était, enfin en tout cas on voyait ça, au niveau de la gamme, d'avoir une gamme sucrée, une gamme salée. Et ce qu'on espérait évidemment, hein, c'est que, comme je pense toute entreprise, c'est d'être, référencé dans beaucoup de magasins en France pour pouvoir être disponible pour beaucoup de clients, partout en France. Et évidemment, j'espère un jour, aussi être disponible à l'international sur pas mal de produits. Hem Et je pense qu'il y a 4 ans, on s'imaginait évidemment, avoir, conquis le cœur de beaucoup de clients, sur nos préparations. Et hem et aujourd'hui, d'avoir aussi, voilà, beaucoup de gens qui puissent être fédérés autour de nos préparations, ce qui est le cas. Après, ça prend, je pense, un petit peu plus de temps que ce qu'on avait espéré. Évidemment, je pense que si on m'avait dit, il y a 4 ans,
Qu'est-ce que tu espères? Alors peut-être que, il y a 4 ans, j'aurais dit, j'aurais adoré être déjà aux États-Unis, dans 4 ans, pouvoir inonder le marché américain ou inonder le marché anglais, voilà. Mais il y a des choses qui se sont passées, on n'a pas pu prévoir, les épisodes de confinement, on n'aurait pas pu prévoir la guerre en Ukraine, ni l'inflation. Donc, on s'adapte en fait au fur et à mesure et je pense qu'il y a 4 ans, j'aurais potentiellement, pensé aussi que l'entrepreneuriat était éventuellement un long fleuve tranquille. Et je pense que ces 4 dernières années m'ont prouvé que, au contraire, c'est plutôt un roller coaster. Donc, voilà, je pense que j'aurais pas imaginé toutes les aventures qu'on a pu vivre aujourd'hui. Mais je suis aujourd'hui très heureuse d'avoir pu vivre en tout cas toutes ces expériences. Et j'espère justement qu'on aura beaucoup de choses nouvelles et encore plus de défis et de challenges dans les prochaines années. Écoute, tu me fais une super transition quand tu parles de roller coaster. Mais juste avant ça, juste je le disais en intro en rigolant, mais moi j'ai eu la chance, tu m'as envoyé un colis avec des produits Max de Génie à tester. Et je dois avouer que la préparation en 5 minutes, c'est testé et validé, puisque bah, j'ai pu faire le fondant au chocolat, le moelleux à la châtaigne, aux À la châtaignes, noisette, et ouais. les galettes veggie à l'italienne. Et c'est vrai que systématiquement, c'était moins de 5 minutes de préparation. Bon. Je trouvais le concept assez chouette. J'avais une question sur justement le pourquoi mais tu as déjà répondu, sur pourquoi le choix de faire des préparations versus des plats finalisés. C'est-à-dire que là, en fait, le concept, allez regarder un Max de Génie, il y a les liens en description. Mais si vous voulez voir un petit peu ce qui se fait, c'est sur maxdegenie.com, donc maxdegenie.e, maxdegenie.com. Et en fait, le principe, c'est que c'est un sachet dans lequel la préparation est déjà faite. Il n'y a plus qu'à rajouter, en tout cas, moi, pour ce que j'ai testé, c'était à chaque fois, c'était quoi? C'était des œufs, du beurre ou du lait, et je crois que c'est à peu près tout. œufs, beurre, lait, ouais, c'est tout ce que j'ai eu à rajouter sur les 3 que j'ai testés. Et donc, on ajoute ça à la préparation de base qui est dans le sachet, on met ça au four et il n'y a plus qu'à déguster ensuite. Donc voilà, j'avais une question sur pourquoi ce choix, tu vois, de la préparation Ouais. versus le plat déjà fait. Mais si j'ai bien compris, c'est par rapport à ce constat de les gens ont moins le temps de cuisiner, donc on veut faire quelque chose de rapide, mais on veut pas, on veut quand même qu'il y ait ce plaisir de cuisiner quelque chose de sain et que les gens soient un petit peu au fourneau, c'est ça? Bah, il y a effectivement alors le côté de la préparation qui soit facile et rapide à réaliser. Le fait effectivement, on a beaucoup de gens qui, aiment bien dire: «C'est moi qui l'ai fait», donc Hmm. c'est d'avoir ce côté un petit peu gratifiant quand même de se dire: «Le gâteau, c'est moi qui l'ai fait», ça c'est chouette. Et il y a un 2e aspect, c'est aussi l'aspect conservation. Aujourd'hui, Ouais. le fait d'avoir des préparations «sèches» entre guillemets, ça ne nécessite pas l'ajout d'additifs, pas de conservateurs, pas de «sucre en plus» entre guillemets, qui est aussi un conservateur naturel. Donc, et puis c'est aussi un aspect un peu plus écologique. On transporte pas, notamment par exemple pour les galettes veggie, il faut rajouter de l'eau chaude, éventuellement des œufs ou pas en version végétale. Donc c'est aussi le fait de pouvoir transporter entre guillemets des produits secs Ouais. qu'il faut réhydrater chez soi. Mais bon, l'eau on l'a à la maison, les œufs on l'a aussi, et ça évite de transporter en fait de l'eau. Donc ça c'est aussi intéressant. Et le 3e sujet, c'était pour s'adapter en fait aussi à beaucoup de régimes alimentaires. Aujourd'hui, on vous propose en fait de rajouter, par exemple, alors c'est soit du lait animal ou végétal, donc les gens peuvent très bien mettre par exemple du lait d'amande, du lait de soja dans les préparations. Ils peuvent aussi rajouter de l'huile à la place du beurre. Donc ça permet aussi de faire des préparations qui vont être sans lactose, d'autres préparations qui peuvent être 100% végétales, donc Hmm. vegan par exemple. On peut le faire en version classique en version, on va dire, adaptée en fait à son régime alimentaire. Donc c'est aussi, ça permet d'être d'autant plus inclusif en fait dans nos préparations. Ouais, je trouvais ça assez smart d'un point de vue business finalement. Tu vois, la notion de sec, c'est tout de suite à ça que j'ai pensé, mais je m'étais dit que je te poserais quand même la question. Je suppose que pour les dates de péremption, c'est pareil, ça n'a rien à voir si tu as un produit, enfin une base sèche, une préparation sèche versus quelque chose qui est déjà cuit, qui inclut Exactement. de l'eau, des œufs, etc. Ouais, 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 ok. complètement. Super. Et puis pour l'eau, ouais, un autre grand sujet dans lequel on pourrait s'enfoncer, mais quand tu Ouais, vois que 98% des shampoings, des dentifrices, en fait, c'est de l'eau, ouais, tu te dis, mais est-ce que ça a vraiment du sens de faire venir des trucs d'Asie? En fait, 90% du machin, c'est juste de l'eau. ouais. Mmh. Mais bon, bref.
un C'est autre comme, vaste débat. c'est un vrai sujet, hein. Nous, c'était une des questions qu'on s'était posées, notamment pour nos préparations pour galettes veggie. Dans un sachet de nos préparations, on peut faire 8 galettes à peu près. Ça représente, donc c'est un deuil pack chez nous, alors que sur 8 galettes veggie aujourd'hui industrielles, c'est, beaucoup de plastique sur, 2 Ouais, galettes veggie à emballer, plus du carton généralement. Enfin, donc en termes d'impact, carbone aujourd'hui, c'est génial, de pouvoir réduire son alimentation, enfin en tout cas réduire, un petit peu la viande dans nos assiettes pour l'impact sur la planète. Mais quand derrière, c'est suremballé dans du plastique et dans du carton, c'est un peu dommage de faire tous ces efforts pour justement, voilà, avoir autant d'emballage derrière, quoi. ouais, ouais, complètement. Et dernière question sur le produit avant qu'on rebascule sur l'entrepreneuriat. Pourquoi le je me suis posé la question, pourquoi le c'est-à-dire que là, il y a une boîte en carton sur laquelle il y a des instructions et cetera, enfin super claires, heu, la les quelques pas de la recette à suivre en gros et dedans, il y a un sachet avec la préparation, un sachet en carton. Pourquoi pas le choix de, un sachet pour tout en fait? Un sachet qui contient la préparation et sur lequel il y a écrit, les instructions et les infos sur, tu vois, l'indice glycémique et cetera. Oui, on pourrait passer, tout sur du deuil pack aujourd'hui. Le sujet effectivement, c'est que, on a des questions alors sur, notamment sur, les paquets carrés Maxogénie dans les petites boîtes. C'est une question d'étanchéité principalement. On pourrait pas avoir que l'emballage en carton, puisque ça pour le produit pourrait, potentiellement pas être très étanche et donc on aurait des questions de péremption en fait un peu plus rapides. Mais aujourd'hui, oui, on n'est juste pas équipé pour. En fait, aujourd'hui, tout ce qui est en deuil pack, c'est principalement manuel. On est en cours d'investissement sur des machines justement un peu plus efficaces, sur des deuil packs, mais pour l'instant, en tout cas, la grosse partie automatisée, c'est principalement sur les petits sachets craft qu'on a dans les préparations et donc ça fait partie en tout cas de nos différents challenges de l'année prochaine justement pour passer sur encore moins d'emballage. On Mmh. a déjà un emballage craft à l'intérieur qui est 100% recyclable aussi, mais on aimerait encore plus réduire en tout cas effectivement ces emballages-là. OK. Et je te pose la question parce que c'est typiquement le genre de sujet quand tu es pas dans l'opérationnel ou que tu vois, tu pas une approche un peu, un minimum entrepreneuriale où tu te dis: «Bah, ouais, c'est juste un packaging, quoi». Mais en fait, bah, là, on va en parler. J'imagine qu'il y a énormément de sujets derrière par rapport à la législation, la conservation de ce qu'il y a à l'intérieur, les emballages qui craquent pendant le transport s'ils sont pas enfin bon bref, j'imagine que c'est loin d'être un sujet, et un choix anodin. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Ouais. Tu évoquais une aventure entrepreneuriale qui était plus un roller coaster qu'un long fleuve tranquille. Heu, si justement, enfin déjà peut-être, qu'est-ce qu'on t'avait pas dit, sur l'entrepreneuriat que tu as trouvé toi le plus difficile? Là tu l'as un peu évoqué, mais si on rentrait un peu dans le détail. Waouh, ça c'est une grosse question. Qu'est-ce qu'on m'avait pas dit? Alors moi, ce que je trouve le plus concret sur l'entrepreneuriat, c'est de dire aujourd'hui que alors j ça va faire un rapport un peu au sport toujours, mais pour moi l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est-à-dire que, on a le temps d'une vie entre guillemets, on passe par différentes étapes. Des étapes qui vont être, enfin voilà, ce fameux mur du 30 kilomètres, les étapes où tout va bien et au contraire, on est dans une euphorie de dingue. Pour moi, je pensais que l'entrepreneuriat, c'était toujours chouette et que on avait toujours la patate tout le temps. Non, en fait, il y a des hauts et des bas. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais donner un conseil, à des futurs entrepreneurs, c'est de savoir déjà que tout sera pas toujours rose, mais ça, je pense qu'on le sait déjà en se lançant quand même un peu dans l'entrepreneuriat. On va vivre 1000 émotions enfin, je pense dans une aventure entrepreneuriale. Évidemment, il y a des hauts, des bas, beaucoup d'euphorie. On tombe, on se relève, et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Mais je pense que ce qui est très très important, et moi je m'en suis rendu compte assez vite, mais j'aurais bien aimé quand même qu'on me le dise, c'est d'être bien entouré, Mmh. que ce soit par nos proches qui comprennent cette aventure entrepreneuriale, qui peuvent justement être là quand on les appelle au fond du gouffre en disant là ça va pas du tout, qu'est-ce que je fais, et qui comprennent surtout, puisque
voilà, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de sacrifices. C'est des week-ends, potentiellement en famille qu'on passera pas, puisque, bah, on a des salons, puisque, on a un problème en production, donc il faut pouvoir, couvrir les besoins de la semaine, en production. Hem Et qui soit aussi, assez encourageant dans ce sujet-là et je pense que «tout seul» entre guillemets, bon alors nous on a de la chance, on est 2 donc quand il y en a un qui est au fond du gouffre, souvent le deuxième peut réussir à le tracter un peu plus vers le haut mais je pense que c'est assez important effectivement de bien s'entourer avec des gens qui sont, positifs et et constructifs et qui nous font aussi prendre du recul sur le sujet puisque, on est beaucoup dans l'opérationnel au début surtout et sauf que toute la partie stratégique, c'est beaucoup de prendre du recul aussi voilà, sur la stratégie d'entreprise et ça, je pense que quand on est dans l'opérationnel, on a un peu de mal à se Mmh. poser et à se dire, «On va le faire» donc voilà, c'est je pense entre guillemets les choses, qui pour moi sont les plus importantes quand on débute un truc, enfin entre guillemets «une aventure entrepreneuriale». Donc le fait de bien s'entourer, le fait d'accepter qu'il va y avoir des hauts et des bas et donc j'imagine d'avoir la capacité à s'adapter en conséquence et puis cette capacité, à rester, comment dire? Heu alors agile, j'aime pas le terme agile parce qu'il est associé à plein de choses dans le monde, corporate, mais en tout cas cette capacité à faire du zoom in, zoom out, tu vois? Être très dans l'opérationnel, mais à garder une vision, assez claire sur la stratégie de développement de la boîte. Ouais, complètement. En gros, c'est ça, OK. Et vous avez été accompagné d'ailleurs? Vous avez fait, je sais pas, vous avez intégré un incubateur, vous avez fait des levées? Ouais, alors, nous, on est non, au niveau des levées, on est toujours resté à 100 à notre propre capital, donc on n'a pas d'investisseurs. Bravo. Au niveau du financement, j'avoue qu'on a été, pas mal aidés au début puisqu'on a participé à beaucoup de concours de start-up, donc on a eu quelques fonds aussi au début et on a gagné, un petit peu de sous aussi grâce à ces concours-là. Bon, on n'avait pas beaucoup de frais au début aussi puisqu'on fabriquait nous-mêmes dans le moulin de mon père au début, donc c'est vrai qu'au niveau de la fabrication, on n'avait pas de loyer à payer, c'était plutôt sympa. Et je me souviens plus de ta deuxième question, je suis désolée. Si vous non, si vous aviez levé et Ah si oui, vous si on aviez avait été accompagné, tu vois, par des invests ou incubateurs ou ouais. autres? Oui, on a été, accompagnés. Alors moi, je recommande beaucoup, dans chaque région, le réseau Entreprendre. Nous, on a été, accompagnés par le réseau Entreprendre des Yvelines, qui a été super puisqu'en fait, ça nous a permis d'avoir un mentor qui nous a, vraiment, permis justement de prendre ce recul. Ça a été essentiel pour nous puisque, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, on avait des sessions, où on se posait justement sur le côté stratégique de l'entreprise. Et sinon, on a été accompagnés par certains incubateurs aussi food, pour le coup, qui nous ont permis de rencontrer un écosystème, de start-up qui a été, très important pour nous puisque, c'est des choses un peu bêtes, mais, on échangeait, beaucoup de tips, beaucoup de tuyaux sur, alors par exemple, les conditions générales de vente, pour des distributeurs, Mmh. sur, le RH, enfin plein de choses un petit peu, puisque je pense qu'on vit un peu la même chose aussi, dans ces environnements-là et donc ça nous a permis quand même de créer un bel écosystème de start-up enfin, autour de nous et heu et ça je pense que c'est assez important aussi, de pouvoir être entouré par d'autres gens qui vivent un peu la même chose aussi Mmh. et qui comprennent surtout. Ouais, ouais, complètement. Tu des moments, voilà, les sacrifices que un projet entrepreneurial implique. Est-ce qu'il y a peut-être une anecdote en particulier qui t'a marqué pour illustrer un peu ce que tu disais? Hem, on a eu beaucoup de sacrifices. Alors moi je trouve que ce qui a été le plus dur pour nous, et si c'est enfin, je pense que si c'était à refaire, je sais pas si je le ferais de la même façon. Alors peut-être que c'est aussi parce qu'on a évolué dans notre stade de vie. C'est vrai que quand nous on a commencé il y a 4 ans et demi, on n'avait pas le même «stade de vie» entre guillemets, mais on a Est-ce que fait vous aviez quel âge d'ailleurs? Pardon, mais on avait alors là on a 28 ans tous les 2, donc on avait, allez 23 ans quand on a commencé waouh! le bébé génie, donc c'était assez jeune et 23 ans c'est l'époque où, on sort beaucoup avec les copains, on part en vacances avec les copains, et en fait on a fait un peu trop de je pense qu'on a fait une croix un peu trop,
importante sur notre vie sociale, je pense, à ce moment-là. Donc on a eu un an où en fait on était quasiment 7 jours sur 7 à bosser comme des dingues la semaine, à faire la production le week-end, parce qu'on a commencé pendant un an, on faisait toute notre production, on faisait les allers-retours dans l'Essonne, enfin voilà, ça a été assez sport. Et je pense que c'est pas tenable, en fait. C'est pour ça que je disais aussi beaucoup que c'est un marathon, c'est-à-dire que il faut tenir sur la durée. L'entrepreneuriat, c'est sur la durée. C'est pas un 10 kilomètres où on peut sprinter sur 10 bornes. C'est long, il faut s'accrocher. Et je pense que justement, pouvoir prendre du recul à titre personnel aussi, c'est vraiment important. Euh, et, et c'est difficile de le faire quand on est vraiment aussi dans l'opérationnel et qu'on a différents stades de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, les plus durs, disons que euh, le roller coaster, ça a été de se dire quand la boîte, quand j'en sais rien, il y a un référencement par exemple qui nous passe sous les doigts ou que l'acheteur, alors nous on est beaucoup vendu en magasin, mais que l'acheteur nous dit bon bah finalement le référencement ne sera pas fait en novembre, ça sera fait en mai de l'année prochaine. Donc nous c'est 6 mois de référencement en moins. Ça c'est des gros coups pour le moral, c'est dur parce qu'on s'était projeté par exemple d'être, j'en sais rien, dans plus de 200 magasins Biocoop par exemple avant la fin de l'année. Ça va être dur pour le chiffre d'affaires jusqu'à la fin de l'année. Et donc ça c'est des moments difficiles. Et quand on a en plus pas pris suffisamment de recul et pas soufflé suffisamment aussi de ce côté-là, et que le moral est, est pas au top de sa forme. C'est vrai que quand on a des nouvelles comme ça, on a besoin de souffler un peu et potentiellement de prendre un peu plus de temps avec les copains et avec la famille aussi. Je pense que ça, c'est un sujet qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, on n'essaierait pas de... Enfin, en tout cas, on se mettrait pas à 140 000 directement dedans, puisque le but, c'est de tenir justement sur la durée et de pouvoir prendre un peu plus de recul. Alors aujourd'hui, évidemment, on se permet de le faire beaucoup plus, puisque l'entreprise est arrivée à un stade aussi où voilà, elle fonctionne plus sans qu'on puisse travailler le week-end, même s'il y a quelques exceptions parfois, comme les salons ou choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, je pense que pour l'équilibre aussi pro-perso, c'est important. Et c'est vrai que c'était, enfin moi je pense à un moment un peu compliqué, mais c'est par exemple quand les copains disent bon bah allez on va partir tous ensemble en Grèce cet été, bon et puis bah, que nous on s'est potentiellement pas payé pendant 2 ans la première année, donc on dit bah non en fait moi j'ai pas le budget. Ça c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à vivre. Ouais. Hmm. C'est chouette d'entendre des témoignages comme le tien, parce que ça vient un peu casser l'image qu'on a, je trouve, tu vois, de la startup nation française où tout est beau, tout est rose, tout va vite. Pour être passé par là, tu vois, c'est même source de frustration des fois. Tu te connectes sur LinkedIn, tu as l'impression que tout le monde lève 10 millions sur un PowerPoint, que tout va méga vite, que tout le monde signe des deals tout de suite. 2 mois après que la boîte soit créée, il y a 400 clients. Et toi, tu es là dans ton coin à galérer, ne serait-ce que pour avoir la bourse French Tech, tu vois, Ouais, ouais. ou des trucs tout bêtes, un article dans un journal local. Mais bon, moi, ça a été un peu. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses, mais ça a été un peu ma leçon de l'entrepreneuriat, alors qui a duré. Mon expérience entrepreneuriale a duré bien moins longtemps que la tienne, un peu moins de 2 ans. Mais ça a été vraiment pour moi d'apprendre à finalement apprendre à prendre du recul et la réalisation qu'il y a énormément d'effets de com en fait. Qu'il y a aussi des boîtes qui se montent sur des effets de com, tu vois. Alors je pense que, alors si évidemment, il y a certaines entreprises qui l'ont beaucoup fait et qui ont levé beaucoup de fonds, qui aujourd'hui ont des produits qui ne tournent absolument pas en magasin. Quand je dis en magasin, enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est des produits qui ne se vendent pas. Donc oui, évidemment, il y en a plein qui l'ont fait. Après là, avec la période qu'on a vécue en début d'année, il y a eu beaucoup d'écrémage. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Donc ça a été assez triste, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui faisaient effectivement beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui finalement tournent pas beaucoup, en tout cas dans l'agroalimentaire. Euh, je pense que c'est effectivement, c'est ce que tu disais, je pense qu'il faut se méfier beaucoup, parce que pour le moral, c'est difficile pour certaines entreprises, quand il y en a beaucoup qui vont clamer sur les réseaux sociaux leur référencement dans tel ou tel magasin, qui font beaucoup de bruit, on les voit partout, on a l'impression qu'ils cartonnent. Attention, parce que je pense que parfois sur certaines entreprises, en tout cas nous on a pu le voir dans l'agroalimentaire,
c'est effectivement, beaucoup de marketing et il y a pas grand chose derrière. Donc il faut pas se décourager. Je pense que, on l'a vu aussi aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui recherchent la rentabilité et pas seulement, de lever des fonds et de cramer de l'argent, rapidement. Donc je pense il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Je pense que la com, c'est évidemment essentiel, pour plein de sujets, mais quand on essaye de se comparer à d'autres entreprises, je pense qu'effectivement, il faut faire très attention. Il faut pas être frustré justement puisqu'il faut pouvoir déceler le vrai du faux de ce qui est communiqué sur les réseaux sociaux. Mmh. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Mais je voulais te poser une question sur, un moment, moi, de ma fenêtre qui me semble clé, mais tu sais, des fois, ça m'est arrivé de poser des questions à des sportifs, des champions olympiques, leur dire: «Alors, le moment où tu reçois la médaille», parce que quand tu as pas vécu, la remise d'une médaille olympique, tu penses que, en tout cas moi je pense que j'ai toujours pensé que c'était un moment, tu vois, complètement fou qui change ta vie, puis en fait, bien souvent la réponse c'est, bah, non en fait, tu vois? Ça a été plus le parcours que cet installant en particulier. Et dans le cas d'une boîte, et notamment Max de Génie, où vous fabriquez des produits, je me demandais si le moment où vous avez vendu justement tu vois, cette première préparation, ça a été quelque chose de particulier, ou si au contraire ça s'est fait au fil de l'eau. D'abord, c'était un peu des amis, des copains qui testaient, etc. Et donc la première vraie préparation, entre guillemets, vendue à un parfait inconnu, si ça vous avait marqué ou pas nécessairement. Alors, je me souviens pas, en toute honnêteté, je me souviens pas de quand on a vendu la première préparation. Donc je pense que ça m'a pas, marquée plus que ça. Après, quand on a reçu nos packaging, quand on les a fabriqués et qu'on avait le premier produit dans les mains, oui, ça a été des moments assez forts. Je pense qu'aujourd'hui, alors nous, on a de la chance de faire du produit, B2C, donc du produit, que les gens vont pouvoir retrouver en magasin. La marque va être, plus ou moins connue aussi, donc ça, c'est assez chouette. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus fort pour nous, c'est de pouvoir avoir des retours clients. Bah, voilà, tu vois, comme ce que tu as pu me faire même par SMS sur le fondant au chocolat, ça, c'est des choses qui pour nous sont super fortes. Le fait de pouvoir faire plaisir à des gens, c'est très très fort. Et ça, je pense que chaque retour est vraiment boostant. Enfin, là, on a encore fait un salon du coup le week-end dernier. On a plein de clients qui viennent d'année en année pour ce salon-là, qui nous retrouvent, qui adorent les produits, qui viennent spécialement pour nous. Donc ça, pour le coup, ça, c'est très gratifiant et c'est magique. C'est assez magique, ouais. Mmh. Oh, j'ai tellement de questions, je surveille l'heure parce que j'imagine que tu es quand même, pas mal busy, mais écoute, on va basculer sur le sport. Moi, je serais curieux de savoir avec, tu vois, l'expérience entrepreneuriale que tu viens de nous décrire, qui enfin, forcément qui est très prenante avec, finalement assez peu de temps, libre, que ce soit pour toi ou pour tes proches. Comment est-ce que tu as réussi à intégrer le sport là-dedans? Puisque se lancer sur un Ironman, ou même un half, c'est loin d'être anodin. Donc, est-ce que c'est un équilibre que tu as réussi à trouver au fil de l'eau? Est-ce que c'était très clair pour toi dès le début que, tu voulais garder, le sport et peut-être d'autres choses, dans ta semaine type, on va dire? Bah, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Alors, je pense que c'est à peu près, c'est un peu pareil pour toi aussi, vu tout le sport que tu fais à côté. Mais, enfin, nous, ça a été, comme on a toujours fait beaucoup de sport de notre côté, ça fait partie de nos vies et on a besoin d'un peu de sport par jour pour pouvoir, justement prendre ce recul, avoir, 1 heure, off dans la journée où on débranche le cerveau, heu, on prend du recul, on se repose un peu. Alors c'est beau dire de se dire qu'on se repose alors qu'on va faire 1 heure de course à pied, mais mentalement, en fait, ça fait un vrai break. Ouais. On parle pas boulot pendant ce temps-là. C'est un vrai équilibre aujourd'hui qu'on a aussi, de ce point de vue-là. Et puis, je pense que quand on est entrepreneur, on est obligé d'aimer les challenges. On aime, franchir les lignes d'arrivée. Moi, j'aime beaucoup faire le parallèle avec le sport puisque pour moi, le sport, c'est à peu près similaire au niveau de, mmh, de ce côté un petit peu fou des épreuves, qu'on va pouvoir, enfin, auxquelles on va pouvoir s'inscrire. Enfin voilà, faire un Ironman pour moi, c'est un défi qui est dingue. J'ai jamais couru une marathon, j'ai jamais roulé 180 kilomètres de vélo. Hem Mais à la fois, j'avais jamais lancé de boîte non plus, j'avais jamais embauché de salariés. Aujourd'hui, voilà, c'est des nouvelles expériences aussi et je pense qu'il faut,
de la rigueur pour s'entraîner, il faut de la rigueur pour être entrepreneur, il faut avoir un sens de l'organisation aussi. Et j'aime bien faire le parallèle souvent de se dire, en fait, c'est à peu près la même organisation, en fait, pour s'organiser pour, préparer un Ironman ou préparer, son business au quotidien puisque, bah, il faut pouvoir, gérer les 1000 sujets, par jour, bien planifier sa journée et puis, dans tous les cas, nous on intègre en fait nos entraînements au quotidien, pour justement trouver cet équilibre et ça fait partie un petit peu de nos vies aujourd'hui, et puis voilà, un challenge de plus ou de moins, ça de toute façon on n'en est plus là. Non mais je pense que voilà, c'est aussi de pouvoir avoir autre chose qui nous porte aussi à côté et et encore une fois cet équilibre, qu'on a réussi aujourd'hui à trouver, ouais. Excellent. Excellent. Bah, j'allais te demander ensuite quel parallèle tu vois entre sport, entrepreneuriat, entrepreneuriat et sport, enfin comment l'un nourrit l'autre et vice versa, mais tu y as répondu, donc super intéressant. En tout cas, ce que je retiens, tu me dis si tu vois autre chose, mais c'est que le parallèle que tu fais entre l'entrepreneuriat et le sport, bon bah, c'est assez évident sur l'adaptabilité, etc. Mais moi, j'étais curieux de, en fait, la relation inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que le sport t'apporte à toi en tant qu'entrepreneuse cofondatrice. Et ce que je retiens, c'est finalement cette coupure mentale, cette pause dans tes journées à 300 à l'heure où bah, finalement, voilà, tu débranches un peu le cerveau et ce qui te permet de revenir avec peut-être un peu plus de fraîcheur. C'est comme ça que tu le résumerais ou tu vois autre chose? Oui, alors je pense que c'est clairement le côté fraîcheur. Je pense que ça apporte d'autres choses. Ça va apporter aussi le côté persévérance, Mhm. le côté, rigueur parce que, heu, c'est quand même exigeant sur le corps de pouvoir s'entraîner pour autant de distance. Faire des épreuves de 11-12 heures, il faut quand même être assez persévérant et un peu fou pour faire ce genre de choses. Donc je pense que c'est aussi, ce pouvoir, entre guillemets, «adapter son corps» à faire, des épreuves un peu dingues, et je pense que c'est pas des alors je l'ai pas encore vécu, mais je pense que c'est pas une partie de plaisir sur les 11 heures, 12 heures, du soir. Donc c'est de pouvoir aussi un petit peu, adapter et subir un petit peu et puis se dire: «Bah, c'est pas grave, en fait, je vais, heu, je vais y arriver, je vais franchir cette ligne d'arrivée parce que je vais être persévérant» et je pense que ça, c'est aussi une qualité qu'on peut avoir, dans le sport qui se retransmet dans l'entrepreneuriat, de se dire, en fait, ce deal, je vais l'avoir, Ouais. je vais aller jusqu'au bout, je vais rien lâcher parce que, voilà, mon marathon, c'est 42 kilomètres, là, j'en suis à 24, et bah, je vais aller jusqu'au bout, ouais, je vais rien lâcher, parce que j'ai cette force, de persévérance et je pense que c'est un peu pareil quand on est entrepreneur, on a besoin de s'accrocher aussi, donc et puis évidemment la rigueur puisque aujourd'hui, moi je suis pas quelqu'un de très rigoureuse dans dans ma vie, je suis assez Ça, c'est créative. Maxime, c'est ça? Exactement, donc moi voilà, ça me cadre aussi pas mal, ça me permet de bien optimiser mes journées, et c'est vrai que ça m'aide aussi de ce point de vue-là un peu plus, perso, ouais. Hmm. Tu dirais que ça a un impact aussi sur, c'est une question que j'avais pour toi un peu plus tard, mais sur finalement ton capital confiance? Le sport, je veux dire, le fait d'aller au bout d'un half, tu vois, d'un trail, bientôt d'un Ironman? Heu, oui, évidemment, ça c'est sûr, parce on se dit qu'on est capable de le faire et que si on a réussi une fois, je vois pas pourquoi on serait pas capable de le faire 2 fois. Après il y a quand même une différence, c'est que le corps, peut pas être toujours à son top niveau et alors que voilà, dans l'entrepreneuriat, bon, c'est pareil, il y a toujours des choses qui vont plus ou moins bien, mais bon, il y a certaines choses qui peuvent potentiellement dans une épreuve sportive ne pas nous faire arriver jusqu'au bout. Donc c'est vrai que ça peut à la fois aussi, faire perdre un petit peu confiance sur certains sujets en se disant: «En fait, j'ai Mmh. pas réussi cette fois-ci, donc pourquoi, j'y arriverai la prochaine fois?» Mais encore une fois, je pense que ça fait travailler cette persévérance et ce côté de rien lâcher, et de Ouais. recommencer quand on tombe parce que ça arrive aussi en entrepreneuriat, hein. On s'est pris pas mal de claques, on s'est pris pas mal de portes fermées de certains distributeurs. On a eu, plein de choses qui sont pas passées comme prévu et pour autant, c'est des épreuves qui nous ont fait grandir. On a comme dans le sport, on a analysé pourquoi, ça a pas fonctionné, est-ce que
C'était la nutrition? Est-ce que c'était la fatigue du jour? Là, en l'occurrence sur l'entrepreneuriat, ça pouvait être, voilà, est-ce que la stratégie était adaptée, à l'interlocuteur? Enfin, donc je trouve qu'il y a pas mal de parallèles effectivement qui se font et ça permet de se remettre en question aussi. Alors de travailler le capital confiance, oui, mais aussi de se remettre en question quand il y a des choses qui fonctionnent pas forcément, comme on l'avait souhaité. Mmh. Excellent point. Excellent point. Franchement, à t'entendre raconter l'histoire de Max de Génie, de ton parcours global et cetera, tu renvoies l'image, d'une femme qui est, sûre d'elle, qui a confiance, qui sait où elle va. Là, du coup, moi, je me demande, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça, tu l'as travaillé? Et si tu l'as travaillé, dans quelle mesure est-ce que enfin, si tu l'as travaillé, si ça a évolué, c'est-à-dire si tu n'étais pas nécessairement à ce point auparavant, heu, comment est-ce que, enfin, est-ce que tu vois clairement, toi, une évolution, tu vois, de la Eugénie, 23 ans, fraîchement diplômée de la LSI, qui crée Max de Génie et Eugénie aujourd'hui? Oui, évidemment, j'ai appris, je pense, 15 fois plus, peut-être qu'en 15 ans d'études. Enfin, je dis ça, parce qu'on en fait, on avait peur de se lancer au début. Alors déjà sur le sujet de, j'ai confiance en moi et je suis sûre de là où je vais, c'est peut-être l'image que je donne. Après, je sais où je vais, je sais pas forcément comment je vais y aller. Mais je pense que c'est aussi la force d'un entrepreneur, c'est de se dire: «J'ai un objectif, je sais potentiellement, où est-ce que je veux aller». Après, l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est des hauts et des bas, donc c'est de pouvoir trouver les meilleures solutions pour y aller le plus rapidement. Hem Et donc on sait pas toujours, on n'a pas toujours, cette confiance de se dire: «Ça va se passer comme ça», donc je pense que c'est plutôt la force, qu'on va avoir de pouvoir s'adapter justement au parcours. Hem Donc ouais, je pense que là-dessus, c'est un sujet. Après, comment j'ai évolué depuis, je pense que je j'osais pas beaucoup au début, et je pense qu'en fait, cette aventure, ça m'a permis de prendre conscience du fait que, de toute façon, si on n'ose pas, y aller, il va rien se passer. Donc on n'a rien à perdre, autant, oser et autant, y aller. Enfin voilà, faut pas oser, enfin, il faut oser aller, parler aux gens, il faut oser, aller, heu rencontrer, des gens qu'on ne connaît pas, dont on pourrait avoir potentiellement peur. Je pense que c'est aussi un sujet, que j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais quelqu'un de très, très timide au début. C'était même, timide, maladif, hein, enfin maladif dans le sens où, je me souviens me dire étant plus jeune: «Bon allez, vas-y, va parler à ces gens-là, c'est pas facile mais vas-y, force-toi d'y aller». Donc voilà, j'étais vraiment quelqu'un de timide, j'osais à peine aller chercher une baguette de pain, hein, à la boulangerie quand j'étais petite, donc c'est pour dire. Hem mais je pense que et l'expérience en Angleterre, parce que c'est des gens qui sont un petit peu plus ouverts d'esprit, je pense, sur plein de sujets, et cette expérience entrepreneuriale, ça m'a permis de réaliser que dans tous les cas, il ne pourra pas se passer grand-chose de grave. Le c Enfin, si je tente pas des choses, entre guillemets, il y a pas grand-chose, au contraire, je pourrais peut-être louper une opportunité, mais si j'y vais pas, bah, voilà, tant pis, j'aurais loupé l'opportunité et puis au pire, j'aurai la honte de ma vie, mais bon, ça va passer et puis c'est pas grave. Donc oui, j'ai évolué de ce point de vue-là, de pouvoir oser beaucoup plus que j'osais avant, hem, parce que je pense qu'on en tire plus du positif que du négatif. Mmh. Super message. Est-ce qu'il y a une entreprise, ou une entrepreneuse d'ailleurs en particulier ou un entrepreneur qui, dont la mission et dont l'évolution t'inspire toi pour la suite? Pour la suite de Max de Génie, je veux dire. Et bah, ça, c'est une excellente question. Je n'ai pas réfléchi à la question. Il y a beaucoup de gens que j'admire, alors beaucoup de gens dans le sport que je trouve, d'une force mentale, extraordinaire. Ah vas-y, dis-nous quelques noms là. Bah, moi sur des ultra trail ou enfin, je trouve par exemple que Mathieu Blanchard je le trouve bluffant, sur les courses. Enfin voilà, je suis assez admirative justement de l'ultra trail parce que je trouve que ça demande tellement de ressources, physiques et mentales, et voilà, je trouve ça assez fabuleux.
Sur l'entrepreneuriat, il y a plein de gens que je pourrais admirer. Après, une personne, c'est... Ou peut-être une entreprise, tu vois, de manière générale ou Bah, alors moi, j'ai une boîte que j'aime beaucoup. Alors bon, je pense qu'il y a plein d'aspects évidemment à travailler sur le côté éco-responsable, etc. Mais sur le côté innovation, moi, j'aime beaucoup Decathlon. OK. C'est assez étonnant, mais bon, ça se rapproche pas mal au sport. Je Quand tu as trouve dit qu'ils innovation, j'étais quasiment sûr que c'était Decat. Ouais, voilà. Je les trouve brillants sur plein de sujets, voilà, j'aurais aimé, en fait, moi, si j'avais pas, je pense, fondé ma Exogénie, je pense que c'est une boîte pour laquelle j'aurais aimé travailler parce que je trouve qu'ils sont brillants sur l'innovation, ils sont malins, en fait. J'aime les gens malins et je trouve que, ouais, Decat a réussi, c'est une belle réussite, en tout cas, française. Après, bon, je pense qu'il y a des sujets sur la fabrication qui sont peut-être à retravailler, mais euh, sur cette entreprise-là, ouais, j'aime bien Decat. Après, il y a certaines entreprises dans l'agroalimentaire, je pense aujourd'hui, qui sont en train de faire pas mal d'efforts. Moi, je trouve que pour une multinationale comme Danone, par exemple, quand ils avaient encore leur PDG Faber, j'ai trouvé qu'ils faisaient beaucoup d'efforts sur la RSE, ce qui n'est pas facile dans un paquebot comme Danone. Et, et voilà, après, je suis sûre que j'ai d'autres boîtes en tête, mais là, tout de suite, maintenant, je réfléchis pas suffisamment vite. OK. Super. Est-ce qu'il y aurait peut-être un dernier message que tu voudrais faire passer pour, potentiellement, tu vois, de jeunes étudiantes à la LSE qui se demandent ce qu'elles vont faire, ou plus généralement, pour des auditeurs, des auditrices qui cherchent, tiens, par exemple, à mieux manger, heu, ou un message qui a rien à voir avec ces 2 sujets-là, quelque chose qui synthétiserait un peu tout ce sur quoi on a échangé déjà? Hem, Moi, alors plutôt sur l'entrepreneuriat, peut-être en général. Mmh mh. Hem, Encore une fois, moi, alors on a eu effectivement des hauts et des bas. C'est une aventure qui est pas facile au quotidien, faut pas se leurrer. Après, je pense que enfin, je veux pas noircir du tout le trait parce qu'au contraire, l'entrepreneuriat pour moi, ça a été, enfin, c'est une aventure absolument fabuleuse qui est extrêmement enrichissante au quotidien, qui, m'a fait beaucoup grandir et je pense que c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on y met un peu d'huile de coude et ça permet de faire, alors que ce soit, des entreprises, enfin, qui soient, «successful» ou pas entre guillemets, je pense que c'est des aventures qui font beaucoup mûrir, font beaucoup grandir sur plein de sujets et et du coup, j'ai juste, une phrase, c'est de ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que si on veut lancer quelque chose, en fait, je pense que tout le monde en est capable. Alors, il y a plein de sujets pourquoi ça peut parfois pas marcher. Il y a des marchés qui sont plus ou moins porteurs. Enfin, il y a plein de sujets. Mais surtout, jamais avoir de regrets et se dire qu'on n'en est pas capable parce que je pense que tout le monde en est capable et si ça marche pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, on apprend beaucoup. On se relève et au contraire, c'est une super école de la vie parce que voilà, on est son propre patron, on voit plein de sujets super excitants, passionnants. Et voilà, donc je pense que s'il y avait une chose éventuellement à dire, c'est si jamais vous avez envie de vous lancer, euh, lancez-vous parce que dans la vie, il faut pas avoir de regrets et qu'avec un peu d'huile de coude, eh ben, on peut faire de belles choses et on peut essayer de changer un petit peu à notre petite échelle certains sujets dans le monde. Nous, notre sujet, c'est l'alimentation de demain et on essaye de le faire avec des produits les plus responsables enfin, possible pour notre santé, pour notre planète. Et je pense que justement, avec pas mal d'alternatives et de petites entreprises qui se créeront, on arrivera à apporter un peu de positif aussi dans notre monde actuel. Voilà.
Donc, oser se lancer pour faire de belles choses. Et en l'occurrence, vous faites de belles choses, mais surtout de bonnes choses. Donc, s'il y en a qui Oui. veulent goûter, foncez sur Max de Génie, tester les recettes. Donc, moi, je vous dis, le fondant au chocolat, il est approuvé, les frappés, 300%, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, un immense merci, Eugénie. C'était un plaisir de te recevoir, de découvrir un petit peu ton parcours, ton aventure entrepreneuriale. Eh Je te bien, souhaite tout le meilleur pour la suite de Max de Génie. Il y a des grosses échéances qui arrivent d'ailleurs d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, d'un point de vue, je sais pas, nouvelles recettes. oui, alors on vient juste de lancer là, une nouvelle recette. On vient de lancer une préparation pour, cake marbré, au chocolat donc pareil assez gourmand. On l'a lancé il y a 4 jours, donc c'est assez récent et sinon, on a d'autres belles échéances aussi qui arrivent début d'année prochaine sur, un élargissement de gamme et puis, l'arrivée, chez, de nouveaux distributeurs donc pour nous, c'est plutôt chouette, ça nous Trop bien. fait des magasins en plus et puis, ça vous permettra de retrouver éventuellement, nos produits au plus proche de chez vous et que ce soit justement pas trop loin pour vous permettre de mieux manger. Super. Bon, le fondant reste dans la gamme. Le fondant reste dans la gamme Ok, évidemment. parfait. Un grand merci, Eugénie. Bonne continuation pour la suite. Et puis tout le meilleur pour le développement de Max de Génie. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Loïc et c'était un plaisir de pouvoir être ici. Merci, Eugénie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet échange avec Eugénie jusqu'au bout. Je serais curieux de savoir combien parmi vous ont craqué et ont déjà commandé le fameux fondant au chocolat de Max de Génie. Cet épisode vous a été proposé gratuitement. La seule chose que je vous demande en retour, c'est de le partager autour de vous. Prenez votre smartphone maintenant, copiez le lien depuis votre plateforme d'écoute et envoyez-le. Ça prend littéralement quelques secondes, mais c'est un excellent moyen de soutenir le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Je vais vous emmener voyager au cœur de la Patagonie en autostop.